où les talibans ont pris le contrôle de la capitale Kaboul. La chaîne de télévision arabe Al Arabiya rapporte que les talibans ont pris le contrôle de la télévision d'État afghane. Elle demande aux citoyens de ne pas paniquer et plusieurs sources indiquent que bientôt sera annoncée la création de l'Émirat islamique d'Afghanistan. On en parle dans un instant avec vous aussi, un commentateur politique et économique de CGTN. Bonjour monsieur, vous merci d'être avec nous. On revient avec vous juste après ce reportage depuis Kaboul il y a quelques heures. This is the first morning Kabul has already started under Taliban. Le jour se lève à Kaboul sur la première journée sous le contrôle des talibans. Toute la nuit dernière, jusqu'à ce moment précis, des discussions à huis clos ont eu lieu entre les talibans et certains responsables kabouliens, parmi lesquels l'ex-président Hamid Karzai. Ils ont évoqué l'avenir du système en Afghanistan, mais aussi la façon d'assurer le contrôle de toutes les régions, ainsi que l'ensemble des défis qui se présentent. Des mouvements d'opposition apparaissent en Afghanistan. Sur Twitter, le premier adjoint d'Ashraf Ghani a déclaré qu'il était dans le pays et qu'il résisterait aux talibans. L'homme est connu pour tenir tête aux talibans. De nombreuses personnes n'ont pas confiance dans les talibans, mais avant tout changement, l'heure est à l'écoute et les talibans s'exprimeront bien plus qu'auparavant auprès des médias. La presse est d'ailleurs sur place, à proximité du palais présidentiel, là où se trouvent les représentants des talibans. Cependant, les hauts responsables et les dirigeants du mouvement fondamentaliste islamiste n'y sont pas présents. Cependant, ce sont bien eux qui le contrôlent et en assurent la sécurité. Je pense qu'un gouvernement afghan inclusif, c'est une demande, une volonté et un désir du peuple afghan. Ils souhaitent ce gouvernement et vous avez peut-être vu que chaque fois que nous entrions dans une ville de province, les gens se pressaient le long des routes et s'y plaçaient tout le long pour accueillir nos forces. Dans leur fuite face au combat en Afghanistan, des dizaines de milliers de personnes ont trouvé refuge à Kaboul. N'ayant nulle part où aller, ils ont trouvé refuge dans des camps de fortune au cœur de la capitale. Je me trouve dans un parc de la ville de Kaboul où plusieurs milliers de personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, se sont rassemblées. Toutes ont été contraintes de quitter leur logement face aux attaques massives des talibans contre les capitales provinciales. Ces gens sont arrivés ces derniers jours principalement du nord du pays. En raison du conflit et des combats intenses, ils ont dû tout abandonner. Zarbeghem a même dû laisser les morts derrière elle pour sauver sa vie. Sur notre route jusqu'ici, en une nuit, nous avons perdu 36 personnes de notre seul village. Nous avons survécu à un voyage dangereux. Nous sommes ici depuis 6 jours, mais nous sommes laissés à nous-mêmes et personne ne s'en soucie. Wahidoullah, 12 ans, est un élève de la ville de Kunduz. Avec beaucoup de difficultés, il a réussi à s'enfuir, mais il dit que beaucoup de ses amis et camarades de classe y ont été piégés. Les talibans nous ont dit de partir de notre maison. Ils utilisaient les maisons comme des forteresses militaires. Hier, nous sommes arrivés à Kaboul avec rien d'autre que des vêtements. Nous avons tout laissé derrière nous. En raison de l'aggravation de la situation sécuritaire et de l'avancée rapide des talibans dans le nord du pays, plusieurs milliers de personnes comme Wahidoullah ont tout laissé derrière elles dans leur fuite pour sauver leur vie. Amin Shirzad, journaliste lui aussi réfugié dans ce parc, précise que les combats entraînent toujours la misère, dont ils sont des exemples vivants. Je demande aux talibans et au gouvernement d'avoir pitié du peuple. Ils ont beaucoup souffert, on ne leur a rien laissé. L'escalade du conflit en Afghanistan ajoute des souffrances indicibles aux femmes et aux enfants. Selon l'UNICEF, depuis le début de 2021, 500 enfants afghans ont été tués, plusieurs centaines d'autres ont été privés d'enfance et sont traumatisés par les atrocités dont ils ont été témoins. Sang et d'argent est un terme qui a été utilisé pour décrire le lourd tribut à payer pour un pays en temps de guerre. Pour les États-Unis, le conflit en Afghanistan a coûté cher, mais ce n'est pas le seul pays à en avoir payé le prix.
Plus de 2400 soldats américains ont perdu la vie dans la plus longue guerre des États-Unis, selon les données compilées par le projet sur les coûts de guerre de l'université Brown. 1100 soldats alliés supplémentaires ont été tués, la Grande-Bretagne subissant les plus lourdes pertes, plus de 450 soldats. Plus de 20 000 soldats américains ont été blessés tout au long de la guerre. Plus de 400 travailleurs humanitaires ont perdu la vie en Afghanistan, ainsi que 70 journalistes. Tous ces chiffres sont bien modestes à côté des coûts de la guerre pour le peuple afghan. Pas moins de 69 000 soldats et policiers afghans ont perdu la vie en 20 ans, selon les données de l'université Brown. 47 000 civils sont morts. Le bilan parmi les talibans et autres combattants de l'opposition est estimé à 51 000. En termes monétaires, le projet sur les coûts de la guerre estime que les États-Unis ont dépensé plus de 2 260 milliards de dollars. La Maison-Blanche a mis à jour son processus d'évacuation de l'Afghanistan et dans une déclaration publiée dimanche soir, elle a affirmé qu'une série de mesures avait été adoptées pour le départ en sécurité du personnel américain et allié du moyen de vol civil et militaire. Les États-Unis ont augmenté leur présence sécuritaire à près de 6 000 militaires et vise à évacuer des milliers d'Américains. La déclaration a également annoncé que les Afghans qui étaient passés par les contrôles de sécurité avaient la permission d'entrer aux États-Unis. À Washington, de nombreuses personnes sont descendues dans la rue pour protester contre les talibans. La guerre en Afghanistan s'est terminée avec le retour à Kaboul des talibans et pour en parler, je suis avec le commentateur de CGTN, Ouzessian. Bonjour. Il y a 2 semaines, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré le Moa Abdul Ghani Baradar, le chef politique des talibans. Et quelle était la position de la Chine? C'était très clair. J'aimerais bien reciter ce qui a été dit lors de cet entretien. Alors, le ministre Wang a bien dit ceci. La Chine est le plus grand pays voisin de l'Afghanistan. Voilà. La Chine respecte toujours la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Afghanistan. La Chine s'en tient toujours à sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, en l'occurrence ici, dans les affaires intérieures afghanes. Bon. La Chine applique toujours une politique amicale vis-à-vis de tous les Afghans. Ça c'est clair, tous les Afghans. Pour la Chine, l'Afghanistan appartient aux Afghans. L'avenir et le sort de l'Afghanistan doit rester aux mains du peuple afghan. Et pour la Chine, les talibans constitue une force décisive sur le plan militaire et politique dans le pays. Et les talibans peuvent jouer un rôle important dans le processus de paix, de réconciliation et de reconstruction de l'Afghanistan. Tout ça, c'est ce que le ministre Wang a dit. Et la Chine souhaite que les talibans tiennent compte des intérêts fondamentaux du pays et du peuple, brandit toujours le drapeau de négociation, fixe comme l'objectif la paix, affiche une image positive, applique une politique inclusive et travailler avec toutes les communautés confessionnelles ou ethniques du pays pour construire l'Afghanistan avec une structure politique largement inclusive. Vous voyez, la position de la Chine est très très clairement exprimée par le ministre Wang. Nous souhaitons bien que la paix puisse être retrouvée rapidement en Afghanistan. Et donc la relation sino-africaine a été toujours pareille. Comment était la relation sino-afghane et comment va-t-elle évoluer après ce changement de pouvoir politique? Comme on a dit, l'Afghanistan c'est un pays voisin de la Chine
Et les deux pays ont noué des relations diplomatiques au début des années 50. Et depuis lors, la Chine, comme le ministre Wang a dit, applique toujours une politique amicale à l'égard de l'Afghanistan. On a entretenu des relations amicales avec tous les gouvernements successifs de l'Afghanistan, voilà, malgré les turbulences, malgré les événements bouleversants dans ce pays. Pour nous, tous les Afghans sont nos amis. Voilà. Et la Chine a travaillé sur le plan de construction économique du pays avec le gouvernement et le peuple afghan, avec beaucoup de projets, en fait. Par exemple, les projets hydrauliques pour la production électrique. La Chine a construit aussi un hôpital à Kaboul, toujours sous forme de l'aide. Il y a toujours des échanges commerciaux, et malgré la guerre en Afghanistan, ce qui est important pour la vie quotidienne des Afghans. Et la Chine s'engage toujours à apporter sa contribution dans la reconstruction, parce qu'après avoir réalisé la paix et la stabilité, il est question forcément de reconstruire le pays. D'ailleurs, au cours de cet entretien, alors le représentant des talibans on dit ceci, voilà. La Chine est toujours un ami, voilà, un bon ami pour le peuple africain qui a la confiance à la Chine. Et pour les talibans, voilà, les talibans souhaitent que la Chine participe au processus de paix et de reconstruction de l'Afghanistan. Voilà. Et la Chine, les Afghans souhaitent que la Chine joue un rôle plus important dans ce processus. Est-ce que la Chine va jouer ce rôle souhaité Évidemment. Pour nous, c'est notre politique constante, c'est-à-dire une politique amicale, mais basée sur la coopération. La coopération gagnant-gagnant. Et très souvent, quand nos partenaires ont des difficultés, nous n'hésitons pas à apporter notre contribution sous forme de l'aide. Je pense que la Chine peut faire beaucoup de choses voilà, dans la reconstitution du pays. Voilà. Et le représentant des talibans a promis que les talibans voilà, s'engagent à créer un climat favorable voilà, d'investissement pour justement accueillir les investisseurs chinois. Je crois que ça c'est un message très positif. Je pense que cet entretien très important. Cela passe un message mutuel entre les deux parties et c'est très encourageant. Et puisqu'on parle de la reconstruction de l'Afghanistan, et l'impact de cette guerre sur le destin des citoyens ne fait que commencer. Et la situation sur le territoire afghan est beaucoup plus compliquée. Comment voyez-vous cette future gouvernance? Bon, alors, je crois que déjà le message apporté par le représentant des talibans au cours de son entretien avec le ministre Wang Yi est très positif. Très positif. Nous espérons bien que voilà, dans l'avenir, voilà, les talibans pourraient voilà, en effet voilà, travailler activement avec toutes les communautés confessionnelles et ethniques du pays, avec les partenaires étrangers, dont la Chine, pour la reconstruction du pays. Parce que finalement, si on veut créer un climat de paix et de stabilité, le développement économique, c'est essentiel. Alors, donc il faut mobiliser tous les facteurs sociaux, tous les acteurs économiques du pays, tous les partenaires des pays voisins, pour le développement économique du pays, pour améliorer sans arrêt le niveau de vie de la population. Si les Afghans souffrent voilà, depuis des décennies, voilà, de la misère, des guerres, tout ça c'est parce que voilà, le développement économique n'est pas au rendez-vous. Il faut absolument travailler essentiellement sur la reconstruction du pays en développant l'économie du pays, voilà, avec la coopération des pays partenaires, dont la Chine. La Chine est prête à jouer son rôle.
Il y aura forcément aussi des impacts sur la géopolitique des pays de la région. Merci en tout cas, Monsieur Wu, pour votre analyse et nous poursuivrons les dernières évolutions de la situation en Afghanistan et restez avec nous pour la suite des informations internationales.